J'ai dit à ma mère une chose que je n'avais jamais dite à voix haute. Lors du repas de Thanksgiving, mon oncle l'a répété, mot pour mot, devant tout le monde. La table est devenue silencieuse. J'ai regardé ma mère, et j'ai dit, « Tu le lui as dit ?» Elle s'est mise à pleurer. C'était il y a 8 mois. Je m'appelle Nolan. J'ai 29 ans, et je dois vous raconter le pire Thanksgiving de ma vie. Et croyez-moi, je sais que c'est une catégorie très disputée pour beaucoup de gens. Entre la dinde trop sèche, les disputes politiques, et cette tante qui demande toujours pourquoi vous êtes encore célibataire, Thanksgiving a une longue tradition de création de traumatismes. Mais le mien remporte la palme, ou plutôt la part de tarte, j'imagine, vu qu'on parle de Thanksgiving. Quoi qu'il en soit, accrochez-vous. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte, car cette histoire n'a aucun sens sans cela. J'ai grandi dans une petite ville de Caroline du Nord. Ma mère, Diane, nous a élevés, mon grand frère Garrett et moi, presque toute seule, après le départ de notre père quand j'avais 7 ans. Papa n'était pas exactement un bon à rien, à proprement parler. Il s'est juste estompé de nos vies, de la même manière qu'un t-shirt bon marché perd sa couleur. Chaque année, il était un peu moins présent, jusqu'au jour où l'on lève les yeux, et on réalise que le t-shirt est devenu pratiquement blanc. Votre père est alors devenu, en gros, un étranger, qui envoyait une carte d'anniversaire une année sur 2, avec un billet de 20 € à l'intérieur, et aucun message personnel. Ma mère a fait de son mieux. Je veux être clair là-dessus dès le départ, car je sais comment cette histoire se termine, et je ne veux pas que l'on pense que je suis un enfant ingrat, qui démolit sa mère sans raison. Elle a cumulé 2 emplois, pendant la majeure partie de mon enfance. Elle s'est assurée que nous ayons à manger, des vêtements, et un toit au-dessus de nos têtes. Elle venait aux pièces de théâtre de l'école et aux matchs de baseball, quand elle le pouvait. C'était une bonne mère, sur bien des aspects tangibles et mesurables. Mais c'est là que ça se complique. Garrett était le chouchou. Et je ne dis pas ça de la façon dont tous les petits frères le disent, quand ils font un drame. Je le dis d'une manière qui sautait aux yeux des professeurs, des voisins, de nos grands-parents, et probablement même de notre facteur. Garrett avait 2 ans de plus que moi. Il ressemblait exactement à notre père, et possédait ce charme naturel qui le faisait adorer des adultes. C'était le genre d'enfant capable de se sortir d'une retenue, tout en obtenant des points bonus, au cours de la même conversation. Les professeurs l'adoraient. Les entraîneurs se l'arrachaient. Maman le regardait comme s'il avait décroché la lune. Moi, j'étais plus calme, et plus maladroit. J'aimais lire, et construire des choses avec mes mains. De plus, j'ai eu un bégaiement jusqu'à l'âge de 12 ans environ, ce qui transformait chaque exposé oral en une marche sur des charbons ardents. Je n'étais mauvais en rien. Je n'étais juste exceptionnel en rien non plus. Et dans une maison où Garrett existait, ne pas être exceptionnel signifiait être invisible. Je veux être juste, ici. Maman n'a jamais dit qu'elle aimait Garrett davantage. Elle ne m'a jamais rien dit de cruel en face. Tout se passait dans les marges. Le bulletin de notes de Garrett allait sur le frigo. Le mien finissait dans un tiroir. Les trophées de baseball de Garrett étaient exposés dans le salon. Mes rubans du concours de sciences finissaient dans une boîte, au fond de mon placard. Quand Garrett a été accepté à l'université de NC State, maman a organisé une grande fête. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour une école technique d'ingénierie, elle a dit « Oh, c'est bien, mon chéri ». Et elle est retournée regarder la télévision. C'était une mort à petit feu, par milliers d'entailles. Et quand j'ai eu 18 ans, je m'étais convaincu que tout était dans ma tête. C'est ce qu'on fait quand on est enfant. Et l'alternative, c'est d'admettre que sa propre mère ne vous voit pas. On se manipule soi-même, parce que la vérité est bien trop lourde à porter. Après le lycée, j'ai déménagé à environ 3 heures de route, pour faire mes études. J'ai étudié le génie mécanique, j'ai obtenu mon diplôme parmi les meilleurs de ma promotion, et j'ai décroché un emploi correct dans une entreprise de fabrication. Je ne gagnais pas des 1000 et des 100, mais ma situation était stable. J'avais un appartement, un camion d'occasion qui fonctionnait la plupart du temps, et une vie qui m'appartenait entièrement. Je parlais à ma mère, peut-être une fois toutes les 2 semaines. De courts appels, très superficiels. Comment va le travail? Comment va Garrett? D'accord, on se parle vite. Je t'aime. Bisous. Garrett, quant à lui, vivait à environ 20 minutes de chez maman.
Il avait enchaîné quelques boulots après l'université, sans jamais vraiment se fixer. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans la vente, ce qui, pour Gareth, signifiait probablement qu'il charmait la grand-mère de quelqu'un, pour lui refourguer une propriété à temps partagé. Il traversait également son deuxième divorce à 29 ans. Un échec que maman, d'une manière ou d'une autre, rejetait entièrement sur ses ex-femmes. Selon Diane, Gareth avait simplement de la malchance avec les femmes. Cela n'avait rien à voir avec le fait que Gareth avait la profondeur émotionnelle d'une flaque d'eau sur un parking. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Il y a environ 1 an, j'ai commencé à voir une thérapeute. Pas à cause d'une grosse crise, mais juste parce que je traînais une sorte de tristesse latente depuis toujours, et je me suis dit qu'il était temps de m'en occuper sérieusement, au lieu de faire avec, comme je l'avais toujours fait. Ma thérapeute, le docteur Adler, était une femme d'une 50aine d'années, très calme et pragmatique. Elle avait une façon de poser des questions qui vous donnait l'impression de vous être menti à vous-même pendant des décennies. Ce qui, en fin de compte, était mon cas. Après environ 3 mois de séance, elle m'a aidé à mettre des mots sur une chose que je n'avais jamais réussi à formuler auparavant. Cela concernait maman, le favoritisme, et la façon dont j'avais passé ma vie entière à jouer un rôle, pour obtenir une approbation qui n'allait jamais venir. Elle m'a encouragé à le dire à voix haute. Pas à maman, pas encore. Juste à quelqu'un en qui j'avais confiance. Alors, je l'ai dit à maman. Je sais, je sais. Elle avait dit, quelqu'un en qui tu as confiance. Et je suis allé directement à la source du problème. Mais voici la chose. Je voulais croire que ma mère pouvait l'encaisser. Je voulais croire que si je lui disais simplement ce que je ressentais, elle m'écouterait, elle comprendrait, et quelque chose changerait. J'avais 28 ans, et je voulais toujours que ma mère me voie. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste être humain. Je l'ai appelée un mercredi soir, en mars. Elle était chez elle. Gareth était sorti je ne sais où, et elle avait l'air détendue. Je lui ai dit que je voyais une thérapeute, et que j'avais besoin de partager quelque chose avec elle. Elle s'est tue. J'ai pu entendre la télévision être mise en sourdine, en arrière-plan. Et je lui ai tout dit. Je lui ai dit que je m'étais senti invisible toute ma vie. Que j'avais regardé Gareth recevoir des éloges et être célébré, tandis que je n'obtenais, au mieux, qu'une reconnaissance polie. Je lui ai parlé des bulletins de notes, des trophées, de la fête comparée à son « c'est bien ». Je lui ai dit que j'avais passé des années à me demander ce qui clochait chez moi, avant de réaliser que le problème ne venait peut-être pas de moi du tout. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que j'en avais marre de prétendre que le favoritisme n'existait pas, car faire semblant me tuait à petit feu. Je tremblais à la fin. Ma voix s'est brisée 2 fois, et j'ai dû m'arrêter pour respirer. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais dite à quelqu'un. Maman est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, elle a dit, Nolan, je n'avais aucune idée que tu ressentais ça. Je suis tellement désolé. Et pendant environ 48 heures, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Je pensais que nous avions franchi un cap, je pensais que l'honnêteté avait gagné. Je pensais que ma mère m'avait enfin entendu. Puis, Thanksgiving est arrivé. Le frère de maman, mon oncle Tran, organise Thanksgiving chaque année, chez lui, à environ 40 minutes de la ville. Grande maison, grand jardin, grandes opinions. Tran est le genre de type qui pense qu'être bruyant, c'est la même chose qu'avoir raison. Ce n'est pas une mauvaise personne, à proprement parler. Mais il est l'équivalent humain d'un mégaphone dans une bibliothèque. Tout regarde tout le monde. Et il vous assène ses opinions comme s'il vous rendait service. J'ai failli ne pas y aller, cette année-là. Quelque chose, au fond de moi, me disait de zapper, de rester chez moi pour manger des restes de pizza et regarder du football en sous-vêtements, comme une personne normale. Mais maman m'avait appelé 2 fois cette semaine-là, pour s'assurer que je viendrais. Elle avait l'air chaleureuse. Elle avait l'air de faire des efforts. Alors, j'ai conduit pendant 3 heures jusqu'à la maison de Tran. J'ai franchi la porte d'entrée, et je me suis assis à une table, avec 14 membres de ma famille élargie. Et c'est là que mon monde s'est effondré. Le dîner a bien commencé, de manière normale même. La femme de Tran, Lorraine, avait préparé sa fameuse farce au pain de maïs. Ma cousine Harper montrait à tout le monde des photos de son nouveau chiot. Gareth tenait le crachoir à l'autre bout de la table, racontant une histoire sur un voyage de golf, qui impliquait apparemment la rencontre d'une célébrité.
Une histoire dont je suis sûr à 90% qu'il l'avait inventée. Du grand Gareth. Tout le monde riait, les assiettes étaient pleines, et je passais vraiment un bon moment. J'étais assis entre mon cousin Bryce et ma tante Patty. Patty est la femme la plus douce au monde, et elle n'a jamais dit un mot méchant sur qui que ce soit, ce qui fait honnêtement d'elle une anomalie statistique dans notre famille. J'avais une assiette remplie de dinde et de purée, et je me disais, tu sais quoi? C'est peut-être un bon repas cette année. Maman et moi avons peut-être vraiment franchi un cap, puis, Tran a fait teinter son verre. Bon, que Tran fasse teinter son verre à Thanksgiving, ce n'est pas nouveau. Il le fait chaque année. D'habitude, c'est un toast sur la famille, la gratitude, et la chance qu'ils ont. Ensuite, tout le monde lève son verre et on passe à la suite. Du grand classique. Mais cette année, Tran dégageait une énergie différente. Il me regardait. Il ne me jetait pas un coup d'œil, il me fixait, comme s'il avait attendu ce moment. Je veux dire quelque chose, a annoncé Tran, et la table s'est tue. Nous sommes tous en famille ici, et je pense que la famille doit être honnête l'un envers l'autre. Alors, je veux aborder le sujet qui fâche. Je me souviens avoir pensé, quel sujet qui fâche? J'ai regardé autour de la table. Personne d'autre n'avait l'air de savoir ce qui se préparait. Sauf maman. Maman fixait son assiette. Elle refusait de lever les yeux. Nolan, a dit Tran. Et entendre mon prénom sortir de sa bouche de cette façon, comme une accusation, m'a noué l'estomac. Ta mère m'a parlé de ta petite séance de thérapie. De la façon dont tu penses qu'elle t'a traité injustement en grandissant. Comment tu penses que Gareth a eu toute l'attention, et que tu as eu le mauvais rôle? La table est devenue d'un silence de mort. 14 personnes, et pas une seule fourchette ne bougeait. Même Gareth s'est arrêté de mâcher. Tran n'avait pas fini. Et je veux juste dire, en tant que personne qui a vu ta mère se casser le dos pour élever 2 garçons toute seule, que je trouve que c'est une chose plutôt minable à lui balancer. Elle a tout sacrifié pour vous. Les enfants. Tout. Et que tu t'assois là pour lui dire qu'elle n'était pas assez bien, ça demande un certain culot. Je ne pouvais plus respirer. Littéralement, je n'arrivais plus à faire entrer d'air dans mes poumons. Tout ce que j'avais confié à ma mère, en secret. Chaque chose brute et vulnérable que j'avais mis des mois à trouver le courage de dire, était maintenant récitée, à une table de Thanksgiving, par un homme qui considérait la vulnérabilité comme un défaut de caractère. J'ai regardé maman. Elle fixait toujours son assiette. Ses mains étaient sur ses genoux. Elle refusait de croiser mon regard. Tu le lui as dit, ai-je lancé. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'espérais, presque sereine, mais à l'intérieur, j'étais en train de me briser en 1000 morceaux. Le menton de maman a tremblé. Nolan, j'avais juste besoin d'en parler à quelqu'un. Je ne pensais pas qu'il aborderait le sujet comme ça. Comme ça, ai-je répété. Tu lui as raconté ce que je t'avais dit en privé. Quelque chose que je t'ai dit parce que j'avais confiance en toi. Et il s'en sert pour m'humilier devant toute la famille. Tran est intervenu. Personne ne t'humilie, gamin. Nous avons juste une conversation honnête. Si tu peux t'en prendre à ta mère, tu dois être capable d'encaisser en retour. Je ne m'en prenais à personne, ai-je répondu. J'expliquais à ma mère ce que je ressentais. Quelque chose que je gardais pour moi depuis plus de 20 ans. Et je lui en ai parlé, à elle. Pas à toi. Je ne t'ai pas appelé. Tran. Je n'ai pas envoyé de newsletter familiale. J'ai eu une conversation privée avec ma mère, et elle l'a transformée en divertissement de Thanksgiving. Gareth a pris la parole depuis le bout de la table. Mon frère, sérieusement. Tu fais un drame. Maman t'aime. Elle nous aime tous les deux. Reste en dehors de ça, Gareth, ai-je dit. Et quelque chose dans mon ton a dû faire mouche, car il a effectivement fermé sa bouche. J'ai regardé de nouveau maman. Elle avait des larmes qui coulaient sur son visage, maintenant. Nolan, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Et voilà le truc. Une part de moi la croyait. Une part de moi regardait ma mère pleurer, et voulait dire, c'est bon. Ce n'est pas grave. Mangeons simplement notre dîner, et faisons comme si rien de tout cela n'était arrivé. C'était cette part de moi qui dirigeait le spectacle depuis 28 ans. Cette part qui arrondissait les angles,
qui ravalait ses sentiments, qui se faisait toute petite pour que tout le monde puisse être à l'aise. Mais la voix du docteur Adler résonnait dans ma tête. Elle m'avait dit quelque chose, quelques semaines auparavant, qui m'était resté. Elle m'avait dit, Nolan, quand quelqu'un te montre que tes sentiments ne sont pas en sécurité avec lui, crois-le dès la première fois. Alors, je me suis levé. Je vais partir, ai-je dit. Sans crier, sans colère, juste de manière claire. Je suis venu ici parce que tu me l'as demandé, maman. Parce que je pensais que notre relation s'était améliorée. Mais ce que tu as fait, partager ce que je t'avais confié en secret, c'est exactement le genre de choses dont je parlais. Lors de cet appel téléphonique. Mes sentiments n'ont jamais été en sécurité avec toi. Je ne voulais simplement pas l'admettre. La table était pétrifiée. Tante Patty avait la main sur la bouche. Bryce fixait son assiette, comme s'il aurait voulu pouvoir se téléporter. Lauren serrait sa serviette si fort que ses jointures étaient blanches. Maman s'est mise à pleurer plus fort. Nolan, assieds-toi. S'il te plaît, nous pouvons en parler. Nous en avons parlé, ai-je répondu, et tu l'as transformé en commérage. Tran a ouvert la bouche pour rajouter quelque chose, et j'ai levé la main. Tran, avec tout le respect que je te dois, ça n'a rien à voir avec toi. Tu ne sais pas à quoi ressemblait mon enfance. Tu nous voyais pendant les fêtes et les barbecues. Tu n'as pas le droit de me dicter ce que j'ai vécu dans ma propre maison. J'ai attrapé ma veste sur le dossier de ma chaise, et j'ai marché vers la porte d'entrée. Garrett m'a rattrapé dans le couloir. Mec, tu pars vraiment? C'est Thanksgiving. Ouais, Garrett. Je pars vraiment. Et pour que ce soit clair, la raison pour laquelle tu ne comprends pas ce que je ressens, c'est parce que tu n'as jamais eu à le vivre. C'était toi qui recevais l'attention. Tu étais l'enfant roi. Alors, je comprends que cela te semble être une réaction excessive. Mais ça ne l'est pas. Il n'a rien su répondre à cela. Il est resté là, dans le couloir, les mains dans les poches, pendant que je franchissais la porte d'entrée, pour retrouver l'air froid du mois de novembre. J'ai conduit pour rentrer chez moi, en silence. Pas de radio, pas d'appel téléphonique, rien. Juste 3 heures d'autoroute, et le son de mes propres pensées. Je repassais la scène en boucle dans ma tête. La voix de Tran, le visage de maman, la façon dont elle refusait de me regarder. La façon dont elle a dit qu'elle avait besoin d'en parler à quelqu'un, comme si ma douleur était un fardeau dont elle devait se délester, plutôt qu'une chose qu'elle aurait dû véritablement écouter et traiter. Le temps que j'arrive chez moi, j'étais engourdi. Je suis resté assis dans mon camion, sur le parking de ma résidence, pendant près d'1 heure. Il faisait assez froid pour que je puisse voir mon souffle. Je n'ai pas allumé le chauffage. Je suis juste resté là, à laisser la réalité m'envahir. Ma mère avait pris la chose la plus vulnérable que j'avais jamais partagée avec elle, et l'avait donnée à quelqu'un d'autre. Pas pour l'analyser avec un thérapeute. Pas pour y réfléchir en privé. Elle l'avait donnée à Tran, la personne la plus bruyante et la moins empathique de notre famille. Et il s'en était servi comme d'une arme, à une table de dîner, devant tous les membres de ma famille. J'avais passé 20 ans à me convaincre que le favoritisme était dans ma tête. J'avais passé 3 mois en thérapie à trouver le courage de dire quelque chose. J'avais passé un appel téléphonique à mettre mon âme à nu. Et en retour, j'ai été publiquement humilié à Thanksgiving. Ce soir-là, j'ai éteint mon téléphone. Je ne l'ai pas regardé pendant 3 jours. Quand je l'ai finalement rallumé, il y avait 11 appels en absence de maman, 4 de Garrett, 2 de tante Patty, et un texto de Tran qui disait « J'espère que tu t'es calmé. Ta mère a le cœur brisé. Tu devrais l'appeler. » Je n'ai appelé personne. Ça, c'était en novembre. Ce qui s'est passé au cours des 8 mois suivants est une chose que je n'aurais jamais pu prédire. Et honnêtement, avec le recul, je ne changerai absolument rien à la façon dont les choses se sont déroulées. Mais tout a commencé par la pire fête de ma vie, et un silence qui allait remodeler chacune de mes relations. Les semaines qui ont suivi Thanksgiving ont été dures. Je ne vais pas embellir la vérité. J'ai traversé une période où je fonctionnais à peine, en dehors du travail. Je rentrais chez moi, je mangeais un truc quelconque, je m'asseyais sur mon canapé, et je fixais le mur, jusqu'à ce qu'il soit assez tard pour justifier d'aller me coucher. Je n'étais pas déprimé, à proprement parler. Ou peut-être que si. Mais cela ressemblait davantage à un deuil.
Comme si je pleurais une chose qui n'avait jamais réellement existé. La version de ma mère qui protégerait mes secrets. La dynamique familiale où j'avais de l'importance. Cette image que je m'étais brossée dans la tête pendant presque 3 décennies, avait été arrachée du mur à Thanksgiving. Et je me tenais dans une pièce vide, à essayer de déterminer ce que je devais faire ensuite. Le docteur Adler a été incroyable pendant cette période. Je suis passé d'une séance toutes les 2 semaines, à une séance par semaine. Elle ne m'a pas poussé à appeler maman, ni à pardonner à qui que ce soit. Elle m'a juste aidé à accepter ce qui s'était passé, et à commencer à en comprendre le sens. Une chose qu'elle a dite m'a particulièrement touché, tu n'as pas seulement été trahi par ta mère à cette table, Nolan. Tu as été trahi par la version de toi-même qui croyait encore qu'elle changerait. Et ouais, celle-là m'a pris quelques jours à digérer complètement. Noël est arrivé, et est reparti. Je suis resté chez moi. Maman a appelé le matin de Noël, et j'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal où elle pleurait surtout, disant que je lui manquais, et que Tran se sentait terriblement mal. Je n'ai pas cru la partie sur Tran. J'ai aussi remarqué qu'elle n'a jamais réellement dit qu'elle était désolée. Elle a dit que je lui manquais. Elle a dit qu'elle aurait aimé que je vienne. Mais elle n'a jamais dit, j'ai eu tort de partager ce que tu m'as dit. Cette absence d'excuse disait tout. Gareth m'a envoyé un texto le soir du Nouvel An. Juste, bonne année, mon frère. J'espère que tu vas bien. J'ai répondu avec un emoji pouce en l'air. Parce que je ne suis pas un monstre, mais je n'étais pas prêt non plus à faire semblant que tout allait bien. Il n'a pas insisté. C'est en janvier que les choses ont commencé à changer. Ça a commencé par des petites choses. Mon patron à l'usine de fabrication, un type nommé Craig, qui avait été un soutien discret mais solide pour moi pendant 3 ans, m'a convoqué dans son bureau un après-midi. Il m'a dit qu'un de nos clients, une entreprise de taille moyenne fabriquant des pièces aérospatiales à 1 heure au nord, cherchait un ingénieur principal pour superviser une nouvelle ligne de production. Le salaire représentait presque le double de ce que je gagnais. Le poste était une promotion à tous les niveaux. Craig m'a dit qu'il m'avait déjà recommandé. Je l'ai regardé avec de grands yeux. Pourquoi moi? Il m'a regardé comme si je lui avais demandé pourquoi l'eau était mouillée. Parce que tu es le meilleur ingénieur que j'ai, Nolan. Tu es le meilleur ingénieur que j'ai, depuis ton 2e mois ici. Je pensais que tu le savais. Je ne le savais pas. Pas vraiment. Quand vous grandissez en étant l'enfant dont les réussites vont dans un tiroir, au lieu d'aller sur le frigo, vous arrêtez de les voir vous-même. J'ai passé un entretien la semaine suivante. L'entreprise s'appelait Meridian Précision. Et le type qui dirigeait la division ingénierie, Léon, était un homme d'une 60aine d'années, vif et pragmatique, qui avait construit des choses toute sa vie. Nous avons discuté pendant 2 heures. Pas seulement d'ingénierie, mais de résolution de problèmes, de ma façon de réfléchir, de ce que je construirais si j'avais des ressources illimitées. À la fin, il m'a serré la main et a dit, j'ai fait passer des entretiens à 11 personnes pour ce poste. Vous êtes le premier qui m'a fait oublier que je menais un entretien. J'ai reçu l'offre 3 jours plus tard. 78 000 € par an, de très bons avantages sociaux, une aide au déménagement, et un titre qui reflétait réellement ce dont j'étais capable. J'ai accepté sur le champ. Déménager était exactement ce dont j'avais besoin. Nouvelle ville, nouvel appartement, nouvelle routine. La ville s'appelait Ashford. C'était l'une de ces villes de taille moyenne, avec juste assez d'animation pour vous divertir, sans être étouffante. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres près du centre-ville. J'ai acheté de vrais meubles, pour remplacer mon aménagement récupéré de l'université. Et, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de construire une chose qui m'appartenait véritablement. Le travail était phénoménal. Léon est devenu une chose que je n'avais jamais vraiment eue auparavant, un mentor. Il me poussait à fond, mais il croyait aussi en moi, d'une manière vocale et assumée à laquelle je n'étais pas habitué. Lorsque j'ai conçu un système de réoutillage, qui a réduit les déchets de production de 18% au cours de mes 3 premiers mois, il l'a évoqué lors d'une réunion avec toute l'entreprise, en déclarant « Voilà ce qui arrive, quand on embauche des gens qui réfléchissent vraiment. » Je savais à peine comment réagir au fait que quelqu'un soit publiquement fier de moi. C'était un sentiment étranger. Comme entendre une chanson, dans une langue qu'on commence tout juste à apprendre. Vers le mois de mars, j'ai rencontré Chloé. Elle était chef de projet dans une entreprise technologique, de l'autre côté de la rue,
en face de Méridian. Et nous nous sommes rencontrés de la manière la plus banale possible. Nous faisions tous les deux la queue dans le même café. Nous avions tous les deux commandé une boisson ridiculement spécifique. Et quand le barista a appelé la commande, nous avons tous les deux tendu la main en même temps. Elle m'a regardé, et a dit, « Si tu penses prendre mon latte au lait d'avoine, avec une dose supplémentaire de café et un nuage de cannelle, tu te trompes lourdement. » Elle m'a plu immédiatement. Nous avons commencé à sortir ensemble en avril. Chloé était intelligente, directe, et drôle, d'une manière qui vous prenait au dépourvu. Et elle avait cette qualité que je n'avais jamais connue chez une partenaire auparavant. Elle prêtait attention, non seulement aux grandes choses, mais aussi aux petits détails. Elle remarquait quand j'étais silencieux, et elle me posait des questions, sans que cela ressemble à un interrogatoire. Elle se souvenait de choses que j'avais dites en passant, et en reparlait des semaines plus tard. Elle m'a fait me sentir vu, d'une manière dont je commençais tout juste à comprendre à quel point j'en avais désespérément besoin. Je lui ai parlé de Thanksgiving vers notre 6e rendez-vous. Nous étions assis sur son canapé à manger des plats à emporter, et elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai donné la version courte. Elle est restée assise là, pendant un long moment, avant de dire, « Ta mère a pris ton cœur, pour le donner à quelqu'un qui s'en est servi comme d'un ballon de foot. » Ce n'est pas un détail, Nolan. Je sais, ai-je répondu. Vraiment, a-t-elle demandé. Parce que tu n'arrêtes pas de trouver des circonstances atténuantes. Tu répètes qu'elle ne l'a pas fait exprès. Qu'elle faisait de son mieux. Qu'elle ne pensait pas que Tran ferait ça. Mais le résultat est le même. Tu lui as confié une chose sacrée. Et elle l'a traitée comme si ça lui appartenait, pour la distribuer. Personne ne l'avait jamais formulé aussi clairement. Pas même le docteur Adler, qui était plus prudente dans ces termes. Chloé l'a simplement dit. Et de l'entendre de la part de quelqu'un qui n'avait aucun antécédent avec ma famille, aucun parti pris, aucune arrière-pensée, tout s'est finalement mis en place. En mai, j'étais dans la meilleure forme de ma vie, tant sur le plan professionnel que personnel. J'avais un travail que j'adorais, un patron qui me respectait, une petite amie qui me voyait réellement, et une thérapeute qui me poussait à rester honnête. Je dormais bien, je mangeais bien, et je faisais de l'exercice pour la première fois depuis des années. J'avais l'air différent. Je me tenais différemment. Le bégaiement que j'avais quand j'étais enfant, et qui réapparaissait parfois quand j'étais stressé, avait complètement disparu. Je me sentais comme une nouvelle personne. Et c'est exactement à ce moment-là que maman a rappelé. Je ne lui avais pas parlé depuis avant Thanksgiving. 6 mois de silence. Elle avait appelé une poignée de fois, et j'avais laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Ces messages avaient évolué. Des pleurs et des tentatives de me culpabiliser, vers des messages plus courts, plus mesurés. Salut mon chéri. C'était juste pour prendre des nouvelles. Rappelle-moi quand tu pourras. Je ne le pouvais jamais. Mais cet appel-là était différent. Ce n'était pas le numéro de maman. C'était celui de Gareth. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Nolan, c'est Gareth. Ne raccroche pas, sa voix semblait différente. Plus petite, moins assurée. Maman est à l'hôpital. Elle a fait une chute. Elle s'est cassé la hanche. Elle va bien. Elle est stable, mais elle va devoir se faire opérer. Et elle a demandé à te voir. J'ai fermé les yeux, je me suis adossé à ma chaise, et j'ai laissé l'information faire son chemin. D'accord, ai-je dit. Merci de me l'avoir dit. Est-ce que tu vas venir, a-t-il demandé. Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Je vais y réfléchir. Nolan, c'est ta mère. Je sais très bien qui elle est, Gareth. Il s'est tu. Puis il a dit une chose qui m'a surpris. Écoute, je sais que les choses ont dérapé, et je sais que je n'ai pas été d'une grande aide. Mais tu lui manques vraiment. Et entre toi et moi, je pense qu'elle sait qu'elle a tout gâché. Elle ne sait juste pas comment le dire. C'était la chose la plus lucide que Gareth m'ait jamais dite. Ce n'était pas suffisant, mais c'était déjà ça. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et j'ai raccroché. Ensuite, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, à regarder le parking par la fenêtre, en pesant tout ce que j'avais construit face à tout ce que j'avais laissé derrière moi. Je ne me suis pas précipité. C'est ça le truc, quand vous passez 6 mois à vous reconstruire de l'intérieur.
Vous arrêtez de réagir, et vous commencez à choisir. L'ancien Nolan aurait été dans sa voiture dans les 20 minutes. Il aurait conduit pendant 3 heures jusqu'à un hôpital, pour réconforter une femme qui ne s'était pas excusée. Parce que c'est ce que font les bons fils. Le nouveau Nolan a pris le temps d'encaisser, d'y réfléchir, d'en parler au docteur Adler, et d'en parler à Chloé. Chloé a été celle qui m'a aidé à y voir clair. Nous étions assis sur le balcon de mon appartement, ce soir-là, le soleil se couchant derrière les immeubles, et elle a dit « Tu peux aller voir ta mère. Cela ne signifie pas que tu lui pardonnes. Cela ne signifie pas que tu rouvres la porte à ce qu'étaient les choses avant. Cela signifie simplement que tu choisis de te présenter en tant que la personne que tu es devenue, selon tes propres conditions. » Le docteur Adler a dit quelque chose de similaire lors de notre séance, le lendemain. Cela pourrait être une opportunité, Nolan. Pas nécessairement pour une réconciliation, mais pour obtenir de la clarté. Tu as passé 6 mois à trouver ta voie. C'est l'occasion de t'en servir. Alors, j'ai élaboré un plan. Pas un plan de vengeance, pas un plan de confrontation dramatique. Juste un plan sur la façon dont j'allais gérer ça, sans me perdre dans le processus. J'ai noté 3 choses sur une fiche, et je les mise dans mon portefeuille. 1. Je ne ferai pas comme si Thanksgiving n'avait pas eu lieu. 2. Je n'accepterai pas d'excuses qui ne reconnaissent pas ce qu'elle a réellement fait. 3. Je ne partirai pas sans lui avoir demandé pourquoi. Ce dernier point était le plus important. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-elle dit à Tran? Pourquoi a-t-elle partagé la chose la plus vulnérable que je lui avais jamais dite? Je tournais autour de cette question depuis 6 mois, et j'avais besoin d'entendre la réponse sortir de sa bouche, quelle qu'elle soit. J'ai pris la route un samedi matin. 3 heures d'autoroute. Le même trajet que j'avais fait une centaine de fois. Mais cette fois-ci, c'était différent. Je ne conduisais pas par obligation. Je conduisais vers une chose que j'avais choisie. Il y a une différence. Et si vous ne l'avez jamais ressentie, j'espère que vous la ressentirez un jour. Maman était dans un centre de rééducation au moment où je suis arrivé. L'opération s'était bien passée, et elle se remettait, mais elle allait devoir y rester encore quelques semaines. Garrett est venu à ma rencontre sur le parking. Il avait l'air fatigué. Plus vieux que dans mes souvenirs, ce qui était bizarre car cela ne faisait que 6 mois. Il m'a donné une de ces accolades maladroites entre frères, où aucun des deux ne s'engage vraiment. Nous sommes entrés ensemble. Le centre sentait les produits d'entretien industriel et la nourriture de cantine. Ce qui est apparemment l'odeur universelle des établissements de santé. Maman était dans une chambre au bout d'un long couloir. Elle était assise dans son lit, et regardait une émission de cuisine sur une petite télévision accrochée au mur. Elle m'a vu, et tout son visage a changé. Pas seulement de la surprise. Quelque chose de plus profond. Ses yeux se sont remplis de larmes, sa lèvre a commencé à trembler, et elle a tendu la main comme si j'étais une chose qu'elle avait craint d'avoir perdue. « Nolan » a-t-elle murmuré. « Tu es venu ?» « Je suis venu » ai-je répondu. Je ne me suis pas précipité vers elle. Je ne lui ai pas pris la main. J'ai tiré une chaise près de son lit, et je m'y suis assis, à une distance normale. Garrett rôdait près de la porte, comme s'il ne savait pas s'il devait rester ou partir. « Garrett, peux-tu nous accorder une minute » ai-je dit. Il a regardé maman. Elle a hoché la tête. Il est sorti et a fermé la porte derrière lui. Pendant un instant, aucun de nous n'a rien dit. L'animateur de l'émission de cuisine expliquait comment déglacer correctement une poêle, ce qui semblait être un bruit de fond absurdement inapproprié pour la conversation que nous allions avoir. « Comment te sens-tu » ai-je demandé. « Mieux » a-t-elle répondu. L'opération s'est bien passée. Ils disent que je remarcherai dans quelques semaines, avec de la kinésithérapie. Elle a fait une pause. « Comment vas-tu » ? « Je vais bien, maman. » « Vraiment bien, en fait. J'ai un nouveau travail. J'ai déménagé. Je fréquente quelqu'un. » Ses yeux se sont illuminés. « C'est merveilleux, mon chéri. J'aurais aimé le savoir. Tu l'aurais su si nous nous étions parlé, ai-je dit. Sans méchanceté. Juste la vérité. » Elle a baissé les yeux vers ses mains. « Je sais. Je sais que j'ai tout gâché, Nolan. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Allongé dans ce lit, sans pouvoir bouger.
On ne peut rien faire d'autre que penser. Je dois te demander quelque chose, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. Pas la version qui te fait te sentir mieux. La vraie réponse. Elle a hoché la tête lentement. Pourquoi l'as-tu dit à Tran? Elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Pendant un long moment, j'ai cru qu'elle n'allait pas répondre. Puis, elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé, et a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas, parce que j'avais honte. J'ai attendu. Quand tu m'as dit toutes ces choses au téléphone. À propos du favoritisme, de la façon dont tu te sentais invisible. Ma première réaction n'a pas été de l'empathie, Nolan. C'était de la honte. Je me suis senti comme la pire mère du monde. Et au lieu d'accepter ça, au lieu de te rappeler et de te dire, tu as raison et je suis désolé, j'ai appelé Tran. Parce que j'avais besoin que quelqu'un me dise que je n'étais pas une mauvaise mère. J'avais besoin de quelqu'un pour me rassurer sur ce que tu avais dit. Elle a essuyé son visage avec le revers de sa main. Et Tran a fait exactement ce que fait Tran. Il s'est mis en colère à ma place. Il m'a dit que tu étais ingrat, que tu faisais un drame, et qu'il allait te remettre à ta place. Et je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Qui était que tu avais raison sur toute la ligne. La pièce était silencieuse, à l'exception de la télévision, où le chef assaisonnait maintenant un poulet avec beaucoup trop d'enthousiasme. J'avais raison, ai-je dit. Pas comme une question. Tu avais raison, a-t-elle répondu. Gareth était plus facile pour moi. Il était extraverti, confiant, et il me rappelait ton père, dans tout ce qui ne faisait pas mal. Et toi, tu étais calme et sensible. Et tu me rappelais moi-même. Et je pense qu'à un certain niveau, je détestais ça. Pas toi. Jamais toi. Mais les parties de moi que je voyais en toi, et que je n'aimais pas chez moi. La timidité, le doute de soi. Et au lieu de t'aider à surmonter cela, je m'en suis détourné, parce que regarder ça, c'était comme regarder dans un miroir que je ne voulais pas affronter. Je suis resté assis là pendant un long moment, à simplement respirer, et à assimiler tout ça. C'était plus d'honnêteté que ce que j'avais obtenu de la part de ma mère, en 29 années combinées. Ce n'est pas une excuse, a-t-elle continué. Je sais que je t'ai laissé tomber, Nolan. Pas parce que je suis un monstre, mais parce que j'ai été lâche. Et ensuite, quand tu m'as enfin dit à quel point ça t'avait blessé, j'ai encore été lâche. J'ai couru vers Tran, au lieu de courir vers toi. J'ai sorti la fiche de mon portefeuille. Je l'ai regardée. Les 2 premiers points avaient été abordés. Elle n'avait pas fait comme si Thanksgiving n'avait pas eu lieu. Ses excuses étaient spécifiques, et reconnaissaient ce qu'elle avait fait, et pourquoi. Numéro 3, elle venait d'y répondre, sans même que j'aie à insister. Mais je n'en avais pas encore terminé. J'ai besoin que tu comprennes une chose, ai-je dit. Je ne suis plus la même personne qui a quitté la maison de Tran à Thanksgiving. J'ai passé les 6 derniers mois à reconstruire ma vie sans toi. Et c'est la meilleure vie que j'ai jamais eue. J'ai un travail où l'on me valorise. J'ai une petite amie qui me voit. J'ai une thérapeute qui m'a aidé à arrêter de me détester parce que je voulais être vu par ma propre mère. Elle a tressailli à ces mots. Je n'ai pas adouci le ton. Je ne suis pas venu ici pour te punir, ai-je poursuivi. Mais je ne suis pas venu ici non plus pour reprendre les choses là où nous les avons laissées. Si nous devons avoir une relation à l'avenir, ce sera différent. Je ne serai plus l'enfant qui se tait et qui sourit. Et si tu partages à nouveau avec Tran, avec Gareth ou avec n'importe qui, une chose que je te dis en privé, c'est terminé, définitivement. Elle a hoché la tête. Je comprends. Encore une chose, ai-je dit. Je veux dîner avec toi, avec Gareth et moi, avant de partir demain. Et je veux que Tran soit là. Ses yeux se sont écarquillés. Pourquoi Tran? Parce qu'il me doit aussi des excuses. Et parce que j'ai quelque chose à dire, que toute la famille doit entendre. Pas à une table de Thanksgiving où l'on me tend un piège. À un dîner où c'est moi qui fixe les règles. Elle m'a fixé pendant un instant. Puis elle a dit, d'accord. Je vais m'en occuper. Je me suis levé, je me suis penché, et je l'ai embrassé sur le front. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. En sortant,
Gareth était adossé au mur dans le couloir, faisant semblant de regarder son téléphone. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé. « Nous dînons ensemble demain soir, ai-je dit. Toi, moi, maman et Tran. Dans un endroit calme. Pas chez Tran. Tu peux organiser ça ?» Il m'a regardé comme s'il voyait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. Puis il a hoché la tête. « Ouais, je vais m'en occuper. » Je suis sorti de cet établissement, pour retrouver le soleil de l'après-midi. Et pour la première fois en 6 mois, je n'appréhendais pas ce qui allait suivre. J'y étais prêt. Gareth a choisi un steakhouse, à environ 15 minutes du centre de rééducation. Rien de chic, juste un de ces restaurants familiaux avec des banquettes en bois, un éclairage tamisé, où les menus sont plastifiés et où les portions pourraient nourrir un petit village. Maman ne pouvait pas être là physiquement, puisqu'elle était toujours en convalescence, mais elle s'est jointe à nous par haut-parleur, le téléphone appuyé contre la salière. Ça avait l'air ridicule, mais ça faisait l'affaire. Tran est arrivé avec 5 minutes de retard, ce qui, à mon avis, était intentionnel. Il est entré, vêtu d'un polo, avec une expression qui disait qu'il préférerait être littéralement n'importe où ailleurs. Il s'est assis en face de moi, m'a fait un signe de tête censé passer pour une salutation, et a immédiatement pris le menu, comme si nous n'étions que 4 personnes partageant un dîner du dimanche décontracté. « Pose le menu, Tran, ai-je dit. » Il a levé les yeux. Ses yeux se sont plissés. « Pardon ? Je ne t'ai pas invité ici pour manger. Je t'ai invité ici pour parler. Alors pose le menu. » Il a jeté un coup d'œil à Gareth, qui était assis à côté de lui, et qui ressemblait à un homme coincé dans un avion sans parachute. Gareth a eu un léger haussement d'épaule. « Tran, pose le menu. »« Très bien, » a dit Tran, en s'adossant et en croisant les bras. « Parlons. À Thanksgiving, tu as pris une chose que ma mère t'avait dite en secret. Une chose que je lui avais dite en secret. Et tu t'en es servi pour m'humilier devant toute notre famille. Tu ne m'as pas pris à part. Tu ne m'as pas demandé comment j'allais. Tu t'es levé devant 14 personnes. Et tu as transformé ma douleur en spectacle. » La mâchoire de Tran s'est crispée. Je défendais ta mère. Ma mère n'avait pas besoin d'être défendue. Elle avait besoin d'être honnête. Et au lieu d'encourager cela, tu lui as offert une porte de sortie. Tu m'as fait passer pour le méchant, pour qu'elle n'ait pas à assumer ce qu'elle avait fait. Ça, ce n'est pas défendre quelqu'un. Tran. C'est l'encourager dans ses travers. Depuis le téléphone sur la table, la voix de maman a retenti. Il a raison, Tran. Tran a cligné des yeux. Il ne s'y attendait clairement pas. Il a regardé le téléphone, puis moi. Diane, tu m'as dit que le gamin t'attaquait. Tu pleurais au téléphone. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Je pleurais parce que je me sentais coupable, a répondu maman. Pas parce que Nolan m'attaquait. Il me disait la vérité, et je n'arrivais pas à l'encaisser. Alors, je t'ai appelé, et je t'ai laissé te mettre en colère à ma place, parce que c'était plus facile que d'être tenu responsable. La table est devenue très silencieuse. Tran a décroisé les bras. Il avait l'air mal à l'aise, pour la première fois depuis que je le connaissais. Ce qui veut dire beaucoup, car c'est un homme qui s'est un jour disputé avec un gérant de restaurant pendant 45 minutes, à propos d'un bon de réduction, sans montrer la moindre gêne tout du long. Je ne connaissais pas toute l'histoire, a finalement dit Tran. Ta mère a fait croire que tu étais ingrat. J'ai réagi. Tu n'as pas réagi, ai-je dit. Tu as fait une représentation. Tu voulais être le héros. Le patriarche qui remet l'enfant ingrat à sa place. Et tu ne t'es pas arrêté une seconde pour te demander si le gamin n'avait pas, par hasard, raison. Tu as juste frappé. Il m'a fixé. Je pouvais voir que quelque chose changeait derrière ses yeux. Pas tout à fait des remords. Mais une chose qui s'en rapprochait. Une prise de conscience, peut-être. S'infiltrant comme la lumière sous une porte. Tu as raison, a-t-il dit. Les mots sont sortis comme s'ils lui faisaient physiquement mal. Je n'aurais pas dû faire ça. Pas comme ça. Pas devant tout le monde. Il a fait une pause. Je suis désolé, Nolan. J'ai hoché la tête. Merci. Ensuite, je me suis tourné vers Gareth. Il a immédiatement levé les mains. Qu'est-ce que j'ai fait?
À Thanksgiving, quand j'étais dans le couloir et que je t'expliquais pourquoi je partais, tu m'as dit que je faisais un drame. Tu as fait ça toute ma vie, Gareth. Chaque fois que j'essayais d'exprimer une chose sincère, tu la balayais d'un revers de main. Quand je t'ai dit, en 4e, que j'avais l'impression que maman ne me remarquait pas, tu m'as répondu que je me faisais des films. Quand je t'ai dit, au mariage de papa, que je me sentais comme un étranger dans notre propre famille, tu m'as dit qu'il fallait que je me détende. Tu es mon grand frère. Tu étais censé me soutenir. Et à chaque fois, tu as choisi le confort plutôt que la vérité. Gareth a regardé ses mains. Il n'avait aucune réponse pleine d'esprit à offrir cette fois-ci. Pas d'histoire de golf. Pas de dérobade. Pas de charme facile pour se soustraire au poids de ce que je disais. Il est juste resté assis là. Et pour peut-être la première fois de sa vie, il a laissé le malaise s'installer, sans essayer de s'enfuir. Je ne réalisais pas à quel point c'est grave, a-t-il dit doucement. Honnêtement, Nolan, je ne prêtais pas attention. Et c'est de ma faute. J'étais tellement occupé à être le gamin pour qui tout était facile, que je ne me suis jamais arrêté pour penser à ce que ça devait être pour toi. Il a levé les yeux. Je suis désolé. Je le pense vraiment. Le téléphone a grésillé. Maman pleurait doucement. Je suis désolé aussi, Nolan. Pour tout. Pour le favoritisme. Pour le silence. Pour l'avoir dit à 30. Pour chaque fois que je t'ai fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur. Tu as toujours été à la hauteur. J'étais juste trop brisé pour le voir. J'ai laissé planer ces mots. J'ai laissé tout cela résonner. Les excuses, les aveux, le poids des décennies de silence qui se brisaient enfin. Ça n'effaçait rien. Ça n'annulait pas les Thanksgiving passés à me sentir invisible, ni les années passées à penser que le problème venait de moi. Mais c'était réel. C'était honnête. Et c'était un point de départ. Je ne vais pas prétendre que nous sommes réparés, ai-je dit. Nous ne le sommes pas. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain, et je ne vais pas faire semblant, pour le confort de qui que ce soit. Mais je suis prêt à essayer. Lentement. Selon mes propres conditions. Et si quelqu'un à cette table, ou sur ce téléphone, partage à nouveau une chose que j'ai dite en secret, il n'y aura plus de dîner comme celui-ci. Il n'y aura pas d'autre chance. Tout le monde a hoché la tête, même Tran. Nous avons fini par commander à manger, après tout. Gareth a pris le plus gros steak du menu. Évidemment. Tran a pris un burger et l'a mangé en silence, ce qui est probablement la plus grande retenue dont j'ai jamais vu cet homme faire preuve. J'ai pris le saumon grillé, et il était en fait plutôt bon. Maman est restée au téléphone pendant encore 1 heure. Elle intervenait par-ci par-là, avec une voix plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ce n'était pas une fin de film. Personne ne s'est pris dans les bras en pleurant, avec une musique inspirante en fond. C'était gênant, imparfait, et réel. Et honnêtement, c'était exactement ce que cela devait être. C'était il y a 3 mois. Voici où en sont les choses maintenant. Je suis toujours chez Meridian Précision. Léon m'a promu ingénieur principal le mois dernier. Ce qui s'est accompagné d'une augmentation de salaire qui m'a mis les larmes aux yeux, quand j'ai vu le chiffre. Il m'a dit qu'il me préparait pour que je dirige, à terme, la division, lorsqu'il prendra sa retraite dans quelques années. Je lui ai dit qu'il faudrait que j'y réfléchisse. C'était un mensonge, car j'avais déjà redécoré son bureau mentalement. Chloé et moi avons emménagé ensemble il y a 2 semaines. Elle a insisté pour adopter un chat, le week-end même de notre emménagement. Donc maintenant, nous avons un chat calico nommé Biscuit, qui n'a absolument aucun respect pour l'espace personnel, et qui a déjà fait tomber mon café de la table de nuit à 3 reprises. Je n'ai jamais été aussi heureux. Maman et moi nous parlons 1 fois par semaine maintenant. De courts appels. Des appels prudents. Elle apprend à poser des questions au lieu de présumer, et j'apprends à y répondre sans me préparer à être déçu. Ce n'est pas la relation que je voulais quand j'étais enfant, mais c'est peut-être celle que nous pouvons réellement entretenir en tant qu'adultes. Elle m'a envoyé une carte la semaine dernière qui disait simplement « Je suis fier de toi, Nolan. » J'aurais dû te le dire plus souvent. Je l'ai mise sur mon frigo. Gareth et moi sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été. Ce n'est toujours pas si proche que ça, mais il y a du progrès. Il a lui-même commencé une thérapie,
ce qui m'a choqué plus que tout le reste dans cette histoire. Apparemment, ce dîner a débloqué quelque chose en lui. Il m'a dit la semaine dernière qu'il portait la culpabilité du favoritisme depuis des années, mais qu'il ne savait pas comment aborder le sujet. Je lui ai répondu, la prochaine fois, aborde-le, tout simplement. Nous sommes des frères. C'est ce que les frères sont censés faire. Tran reste Tran. Il ne va pas devenir une autre personne du jour au lendemain. Mais il m'a appelé, environ un mois après le dîner, pour me demander comment se passait mon nouveau travail. Et quand je lui ai parlé de la ligne de production que j'avais repensée, il a dit, c'est impressionnant, gamin. Venant de Tran, c'est l'équivalent d'une standing ovation. Quant à moi, j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que j'étais le problème. Le gamin silencieux, le fils invisible, celui qui ne brillait pas assez pour mériter de l'attention. Et il a fallu un Thanksgiving catastrophique, 6 mois de silence, une thérapeute qui ne m'a pas laissé me mentir à moi-même, et une femme qui m'a vu avant que je ne puisse pleinement me voir moi-même, pour comprendre la vérité. Je n'ai jamais été invisible. J'étais juste entouré de personnes qui ne regardaient pas. Ils regardent, maintenant.